Réformer le droit et l'organisation du travail. Après des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Italie, la France se heurte à ce chantier explosif. Par conséquent, à quelques jours du coup d'envoi de l'Euro 2016 de football, et alors que le pays connaît encore d'importantes grèves, l'Europe regarde la France avec circonspection, tout en devant elle-même affronter un débat houleux dans ce même domaine du travail. En effet, faire de l'Europe un triple A social, comme le souhaite la commission Juncker, passe par la révision de la directive sur le détachement des travailleurs, source de dumping social entre les États membres de l'Union européenne. Une bataille lancée par l'exécutif européen et immédiatement contestée par 11 pays, principalement de l'Est du continent. Comment réformer le travail en Europe? L'Union européenne donne-t-elle la priorité au libéralisme économique sur les questions sociales? Pour répondre à ces questions, j'accueille 2 eurodéputés sur le plateau de Toute l'Europe en débat. Bienvenue à tous sur le plateau de Toute l'Europe en débat, en direct du Parlement européen de Strasbourg. Je reçois aujourd'hui 2 eurodéputés membres de la commission Emploi et Affaires sociales. Le premier est un socialiste français, eurodéputé depuis 2014, et cette année chargé d'un rapport parlementaire relatif au dumping social. Guillaume Balas, bonjour. Bonjour. Face à vous aujourd'hui, une eurodéputée membre du Parlement européen depuis 2007, élue sous les couleurs des Républicains, et comme vous, nommée rapporteur du Parlement européen sur un sujet lié à l'emploi, la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Elisabeth Morin-Chartier, bonjour. Bonjour. Premier sujet que je souhaiterais aborder avec vous, si vous le voulez bien, c'est la loi travail, qui suscite encore beaucoup de remous en France. Rejet général de l'avant-projet de loi, réécriture du texte, usage du 49.3 pour le faire passer sans vote à l'Assemblée nationale, motion de censure rejetée, les péripéties se succèdent sur fond de grève, de manifestations. Guillaume Balas, vous qui êtes plutôt à la gauche de la gauche, si je puis dire, quelle est votre position par rapport à ce texte? Je suis à l'aile gauche du Parti socialiste, je ne sais pas si c'est la gauche de la gauche. J'aurais été intéressé par un grand texte social où nous réfléchissions à comment aujourd'hui on adapte la protection sociale, notamment aux évolutions des métiers, et notamment la numérisation et la robotisation. Je pense que centrer en fait ce texte autour de l'inversion de la hiérarchie des normes n'est pas utile et est dangereux. Je remarque qu'en Finlande, il y a eu une grande négociation la semaine dernière qui a été très dure pour les syndicats, puisqu'ils ont dû accepter beaucoup d'efforts. La seule chose sur laquelle ils ont refusé de céder, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Parce qu'ils ont dit, si jamais nous cédons là-dessus, alors c'est-à-dire que la négociation ne se fait plus que entreprise par entreprise, alors il sera très difficile pour les syndicats et les salariés d'encore peser sur le contenu de la politique sociale. C'est une demande en réalité qui a été faite par la Commission, quand on regarde notamment les textes, les recommandations spécifiques de février 2016, c'est j'allais dire une mode aujourd'hui, qui s'est vue à travers le Job Act, par exemple en Italie ou en Espagne. J'avais un débat juste avant avec un député espagnol qui disait que ça n'avait rien offert en termes de résultats. Donc c'est une fausse solution et c'est une occasion manquée. Madame Morin-Chartier, le texte arrive au Sénat, il va être étudié. J'entends que le texte pourrait être durci par rapport à ce qui a été adopté et non pas voté à l'Assemblée nationale. Je vous pose la même question qu'à M. Balas, quelle est votre position? Le problème est très simple. La France a besoin de réformer sa législation sur le travail parce que nous sommes dans une compétition européenne, dans une compétition mondiale. Il nous faut soutenir l'emploi. Ça n'est pas à un moins-disant social pour autant, mais je trouve que nous devons trouver des nouvelles formes d'organisation du travail qui soient à la fois protectrices de l'entreprise, de l'emploi et des salariés. Et les 3 points ne sont pas antinomiques. Nous devons trouver des points de convergence. C'est quelque chose qui est de notre responsabilité politique. Et j'espère que c'est ce que le Sénat va faire, ce que le Sénat français va apporter à ce projet de loi. Parce que finalement, passer une loi comme celle-ci, qui devrait rassembler l'ensemble de la population française, qu'est-ce qui nous intéresse tous? C'est l'emploi. Et donc, on voit bien que ce rassemblement, il ne peut se faire que dans cette compétitivité retrouvée. Oui, mais Elisabeth Morin-Chartier, vous voyez, quand je vois les premières propositions du Sénat, je n'ai pas l'impression qu'on a du tout dans ce sens-là. On est sur des propositions purement idéologiques, par exemple sur la fin des 35 heures ou autres. Moi, ce que je ne comprends pas, et ça c'est pour l'ensemble des gouvernements français, c'est pourquoi en début de mandat, il n'y a pas, j'allais dire, une grande négociation qui se met en place, et même sur plusieurs années. Je prends un exemple. Au Danemark, quand il y a eu des réformes qui ont été faites pour instaurer le modèle dit de flexi-sécurité, et qui est très protecteur,
puisqu'on a doublé les dépenses sociales au Danemark, ça s'est fait sur plusieurs années. Il y a eu plusieurs années, j'allais dire, de négociations. Là, on a l'impression qu'il y a des coûts. Et des coûts qui, en fait, répondent sans doute à d'autres logiques que réellement la question de l'emploi des Français. Mais Guillaume Balas, je suis totalement d'accord avec vous. Figurez-vous que la flexisécurité, moi j'en suis à mon 3e mandat au Parlement européen. Je travaille dessus, je porte cette idée depuis de longues années. Mais tout d'un coup, quand on s'occupe d'une loi française, on ne voit que le problème franco-français. Vous-même, dans votre analyse, vous allez chercher l'Espagne, vous allez chercher le Portugal, vous allez chercher la Finlande. Oui, sortons de notre boîte franco-française pour regarder ce qui se passe ailleurs et comment nous devons caler notre législation dans une évolution globale du travail. Oui, mais attention. Nous n'irons pas à contre-courant. Mais si, mais justement, c'est là peut-être ce qui peut nous différencier, même si on sait qu'on a beaucoup de points d'accord par ailleurs. Je ne crois pas que cette évolution aujourd'hui en Europe soit souhaitable. On assiste aujourd'hui à une impuissance publique qui ne sait pas faire la transition vers le monde de demain en termes économiques et donc qui a décidé de la compétition sociale entre les États. Et donc on assiste à une dégradation aujourd'hui des droits sans inventer le modèle social de demain. Et donc je pense qu'il serait très intéressant au niveau européen justement qu'on soit en capacité de lancer y compris des négociations entre les partenaires sociaux pour réfléchir à comment nous adaptons aujourd'hui nos modèles sociaux non pas vers moins de droits mais des droits qui répondent plus à la situation d'aujourd'hui. Pour ça, il faut sortir aussi d'un dogme qui est le fait que la question sociale reste uniquement nationale et au niveau de l'État-nation. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs mon intervention précédente, aujourd'hui, vous ne pouvez plus avoir une logique franco-française. Et vous savez, je crois que notre rôle à nous, députés au Parlement européen, c'est aussi d'enclencher une réflexion beaucoup plus ouverte à l'intérieur de nos institutions nationales. Moi, je suis pour un nouveau modèle social européen, mais la première des choses qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à ce moment-là, l'organisation sociale du travail, ce n'est pas un sujet uniquement national. Ce n'est pas un sujet uniquement national, mais à ma connaissance, ce n'est pas vraiment un sujet communautaire non plus. Les États sont assez arc-boutés sur cette compétence. Alors vous prenez tous deux... Ça le devient, parce que je voudrais quand même vous rappeler que dans notre démarche de semestre européen, qui est la réflexion semestrielle sur l'évolution, nous avons depuis quelques années fait rentrer les questions d'emploi, et quand je dis nous, ce n'est pas nous les parlementaires. Vous savez que l'Europe ne prend rien aux États membres. Ce sont les États membres qui acceptent de déléguer un certain nombre de responsabilités au niveau européen. Et aujourd'hui, l'emploi fait partie des questions qui rentrent dans le semestre européen. Mais alors justement, il faudrait qu'on puisse en débattre un peu sérieusement, parce que quand on regarde qu'est-ce qui est préconisé pour les différents États, c'est toujours la même vulgate. C'est-à-dire en gros les réformes structurelles, et il y a un passage entier là, donc février 2016 pour les recommandations spécifiques pour la France, qui dit il faut maintenant que la négociation se fasse au niveau de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? On n'a pas le débat au niveau européen. Jamais nous n'en avons discuté dans une quelconque enceinte ici. Jamais, je pense, au Conseil d'ailleurs non plus. Et il n'y a pas non plus le débat au niveau national en disant tiens, l'Europe dit ça aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en pense? Ce qui serait intéressant que les parlements nationaux puissent s'en saisir. Et ça, je pense, c'est un double déni démocratique. Et je pense que c'est ça qui aujourd'hui fait en sorte que les gens sont profondément en colère. Si on veut sauver l'Europe, il faut à tout prix qu'il y ait de la transparence et de la démocratie pour que nous puissions savoir où les décisions sont vraiment prises et comment. Est-ce que vous êtes simplement, pour clôturer cette première partie du débat, est-ce que vous êtes d'accord avec M. Balas quand il dit ou sous-entend, si je me permets de j'espère ne pas trop caricaturer vos propos, qu'il y a la main libérale, voire ultralibérale de Bruxelles sur cette loi travail? J'ai absolument pas entendu ça. C'est encore des propos surfaits. Absolument pas. Je schématise légèrement, mais en substance, c'est moi ce que j'ai entendu. Ne dites pas ça. Aujourd'hui, on a par exemple une organisation du temps de travail en France qui est de 35 heures. Dans certains autres pays, c'est 38 heures. En Belgique, par exemple, c'est 42 heures. C'est 48 heures dans d'autres États membres. Nous avons essayé, et c'est là que je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, et qui n'était pas exact. Nous avons essayé déjà depuis plusieurs années de faire converger le temps de travail, faire converger les contrats de travail, faire converger la protection sociale. C'est ça notre travail de la construction d'une Europe
où il y a la libre circulation des citoyens, la libre circulation des travailleurs. L'Europe sociale, c'est ça. Oui, mais c'est là-dessus, c'est sur nous ces sommes bien piliers-là d'accord sur qu'il l'objectif. faut se mettre d'accord. Mais nous sommes Alors, absolument d'accord sur ultralibéral ou l'objectif. pas ultralibéral, c'est pas ça le sujet. Oui, mais enfin, Le sujet, c'est vraiment de développer l'emploi tout en ayant une protection des travailleurs. oui, mais il ne faut pas confondre votre opinion à laquelle j'adhère, et vous le savez, avec ce qui est aujourd'hui une pression réelle de la part d'un certain nombre qui considèrent aujourd'hui que dès qu'on met le mot social quelque part, c'est une horreur absolue. Et si vous, c'était le mot entreprise qui vous gênait. Non, absolument pas. Moi, j'ai aucun problème. Moi, j'ai aucun problème avec le mot entreprise, puisque je considère que l'entreprise, c'est justement une interaction entre le capital et le travail et qui permet justement de produire de la richesse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le travail de plus en plus est vu comme, j'allais dire, accessoire. Accessoire, c'est-à-dire que de toute façon la robotisation, la numérisation le cantonne de plus en plus à une forme marginale. Et c'est là où nous devons faire extrêmement attention à résister à un certain nombre d'idéologues qui considèrent aujourd'hui... Là, moi, je suis plus social que vous, mais Guillaume, je sur dis le pas, sujet. peut-être bien, je dis pas l'inverse. Je dis simplement qu'il est faux de penser qu'aujourd'hui il n'y a pas une pression libérale. Elle existe. Elle n'est pas forcément, j'allais dire, de tel ou tel parti politique. Je dis simplement qu'elle existe. Il y a une pression aujourd'hui forte de ce point de vue. Écoutez, on partage beaucoup de choses, mais permettez-moi de vous dire que quand vous faites cette analyse-là, vous êtes dans le dogme. Moi, je ne suis pas dans le dogme, je suis dans l'évolution du travail. Qu'il y ait une évolution des métiers, une évolution du travail, une évolution de la pyramide de l'emploi, c'est extrêmement important et lucide. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça nous entraîne une responsabilité au niveau européen que je défends sans cesse, et vous le savez, sur la formation continue, la formation par les compétences, l'augmentation des compétences professionnelles de chacun, l'employabilité des salariés dans l'entreprise, de telle sorte qu'avec l'évolution des métiers, non seulement on résiste à la pression du chômage, mais en plus on enclenche cette évolution des uns et des autres. Il faut que l'Europe fasse plus sur le sujet et qu'on les pousse à évoluer dans l'ensemble des États. Je reprends la parole pour avancer sur ce niveau européen. Justement, là où l'Europe est attendue, très attendue, c'est sur le dumping social, sur les travailleurs détachés. C'est une directive qui remonte à 1996, qui a été révisée une première fois en 2014. Il y a eu une nouvelle initiative cette année de la part de la Commission qui a été immédiatement contestée selon la procédure du carton jaune par 11 États membres, la plupart venus d'Europe de l'Est. Madame Morin-Chartier, vous êtes rapporteuse du Parlement européen sur ce texte. Est-ce que l'argument selon lequel il s'agit d'une atteinte à la compétence des États, au principe de solidarité, est fondé de la part de ces États? Alors d'abord, je suis co-rapporteur. C'est un rapport qui va être fait par deux rapporteurs, moi-même et une de mes collègues, Agnès Jongerius, qui est, elle, socialiste néerlandaise. Donc vous voyez déjà, le fait que nous soyons co-rapporteurs montre bien notre volonté ferme de progresser sur ce sujet. Vous savez pourquoi ça me tient à cœur de progresser sur ce sujet? C'est que c'est le sujet que tous les populistes, les nationalistes, les anti-européens reprennent pour le retourner contre les citoyens et contre l'Europe. Ça n'est pas une bonne évolution des choses. Nous devons avancer. Pourquoi? Parce qu'en 1996, il y avait 15 États membres. Et dans ces 15 États membres, l'écart entre les salaires minimums allait de 1 à 3. Aujourd'hui, l'Europe s'est ouverte vers l'Est. Nous avons 28 États membres et l'écart de salaire minimum va de 1 à 10. Et c'est justement là, dans ce jeu sur cet écart, qu'il y a de la place pour des mauvaises interprétations, une mauvaise exploitation de cet écart de salaire par des entreprises. Qu'est-ce que nous voulons éviter? Les sociétés boîtes aux lettres. Nous voulons définir ce qu'est vraiment le travailleur détaché. Est-ce que quelqu'un qui est employé juste pour être détaché dans un autre État membre sur un emploi de transporteur routier ou dans le bâtiment, par exemple, est-ce que c'est un travailleur détaché? Non. Nous, dans notre conception des choses, il faut que le salarié soit déjà dans l'entreprise pour pouvoir être détaché. Assainir
assainir ce marché du travail. Je vous vois hocher de la tête, ça veut dire que le clivage sur ce point-là n'est pas gauche-droite, il serait est-ouest? Est-ce que je comprends bien? Alors, deux choses pour répondre à ça. Le premier, d'abord, sur l'Est et l'Ouest, il ne faut pas caricaturer, je vais vous dire pourquoi. En République tchèque, le gouvernement a réuni le patronat et les syndicats et il était très contre les propositions de la Commission européenne qui avance sur ce sujet et il s'attendait à un soutien du patronat tchèque. Il l'a eu. En revanche, il s'attendait aussi à un soutien de la part des syndicats tchèques. On dit ah, non, nous on ne rentre plus dans ce jeu-là. D'opposer l'Est et l'Ouest et les vendre notre force de travail à faible coût. Non, nous on veut l'harmonisation sociale au niveau européen, reprenant justement un certain nombre de propositions que Mme Morin-Chartier vient de faire. Alors, je ne veux pas être caricatural, il y a beaucoup de gens de droite sociale, j'allais dire, avec qui nous pouvons parfaitement travailler. Mme Morin-Chartier sait que sur ces sujets, elle pourra compter sur un appui ferme. Je voudrais rajouter 2 points. Qui n'ont pas été abordés jusque-là et qui viennent compléter le tableau que nous faisons du travail que nous avons à faire sur les travailleurs détachés. Le premier point, c'est que, autant vous le voyez, vous avez des salariés qui passent de l'Est vers l'Ouest pour cette mobilité professionnelle, mais vous avez des entreprises de l'Ouest qui vont s'installer à l'Est pour profiter des faibles coûts de main-d'œuvre, dont des entreprises françaises. Donc vous voyez qu'il faut que nous voyions le problème de façon tout à fait globale. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas opposer l'Est et l'Ouest. Et puis la deuxième raison, c'est que la France est le 2e État membre qui accueille des travailleurs détachés derrière l'Allemagne et avant la Belgique. Mais la France est le 3e pays pourvoyeur de travailleurs détachés, c'est-à-dire qu'il y a aussi des travailleurs détachés français qui vont ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de solution à l'emporte-pièce, mais il faut nous faire un travail extrêmement équilibré et sortir de positions tout à fait dogmatiques sur le sujet. L'harmonisation sociale, ce sera un peu le mot de la fin. Avec l'harmonisation fiscale, est-ce que c'est selon vous la prochaine frontière de l'intégration européenne? Ou pas, c'est là tout le problème. Moi je pense qu'on a un moment de vérité sur ces sujets-là. C'est-à-dire si nous arrivons à convaincre nos partenaires et l'ensemble des groupes ici, enfin ceux qui comptent en tout cas le plus, que l'harmonisation fiscale et sociale est absolument nécessaire si nous voulons garantir le marché intérieur. Je prends même uniquement cette fenêtre-là du marché intérieur. Bon, moi je ne suis pas, je veux dire, un ayatollah du marché intérieur, mais certains disent que c'est extrêmement important. Si on veut garantir le marché intérieur, il faut que les peuples y adhèrent. Et on peut voir qu'il y a une désaffection de plus en plus profonde des peuples par rapport au marché intérieur. Ça se voit sur les travailleurs détachés ou sur d'autres. Si nous n'harmonisons pas plus fiscalement et socialement, le risque, c'est qu'il y ait des suspensions unilatérales sur la question du marché intérieur. Je vais même vous dire, ça a commencé. Il y a un certain nombre de règles qui sont prises aujourd'hui par les États sans en référer aux autres et qui menacent la libre circulation. Donc si on veut construire l'Europe, il y a intérêt à avoir une harmonisation sociale et fiscale. Je vous pose la même question. L'Europe sera sociale ou elle ne sera pas. Nos citoyens européens, tous nos concitoyens attendent que cet ensemble européen du marché du travail se renforce. Nous le faisons en matière éducative. Erasmus, les jeunes ont l'habitude de parler des langues, l'habitude de voyager. Comment voulez-vous qu'on les passe d'un moment d'ouverture à un moment de rétrécissement ? Ça, c'est pas possible. Et donc, nous devons savoir organiser le marché du travail de telle sorte qu'il soit en parfaite continuité avec cette éducation européenne que nous avons maintenant installée depuis plusieurs décennies. C'est la meilleure façon aussi de faire aimer l'Europe à nos concitoyens. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nos concitoyens se détournent de l'Europe? C'est qu'ils n'en voient pas pour eux, dans leur vie courante, l'usage, l'utilité. Mais avec le travail, avec la lutte contre le chômage, avec l'entrée des jeunes sur le marché du travail, avec cette organisation du marché intérieur, avec cette plus grande force de l'Europe au niveau international, oui, on va pouvoir passer à une étape ultérieure de la construction européenne. Ça, c'est notre devoir de parlementaires européens. En tous les cas, moi, j'y suis totalement engagée. Très rapidement, un élément de calendrier sur les travailleurs détachés à nous communiquer, ou est-ce que pour le moment, on ne sait absolument pas? Alors là, je vais vous dire quelque chose. Moi, je prends tout mon temps dans la négociation. Parce qu'on m'a appris une chose en politique, c'est que celui qui était pressé, il perdait sa négociation. Quand on prend son temps,
C'est celui qui est pressé qui perd. Il y a toujours intérêt à laisser l'autre plus pressé que soi. Votre rapport sur le dumping social? C'est pareil, je prends de plus en plus mon temps, du coup, j'écoute ces conseils-là. Et du coup, je comptais qu'il y ait un vote en plénière avant l'été. Je crois qu'il est plus sage d'attendre vraiment le tout début de l'automne en septembre. Très bien, je vous remercie. Elisabeth Morin-Chartier et Guillaume Ballas, merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Je vous dis au mois prochain pour un nouveau numéro de Toute l'Europe en débat. Et d'ici là, restez connectés sur touteleurope.eu.